Bonjour à tous, j'espère que très rapidement la situation sanitaire s'améliorera et vous permettra à tous de venir découvrir cette première rétrospective d'envergure consacrée aux portraitistes de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, Hyacinthe Rigaud. En attendant, ce parcours que je vous propose en compagnie et grâce au scribe accroupi vous donnera une première visite et une première vue sur cette exposition. Alors Hyacinthe Rigaud, c'est un illustre inconnu. Vous le connaissez tous grâce très certainement au portrait en grand costume royal de Louis XIV qui est reproduit dans l'ensemble des livres d'histoire sur lesquels nous avons tous planché au cours de nos études primaires et secondaires. Mais en fait, au-delà de ce grand portrait, dans l'imaginaire collectif, on le connaît très mal et le propos de cette exposition est vraiment de remettre sur le devant de la scène ce portraitiste considérable qui a marqué un tournant dans l'évolution de ce genre qu'est le portrait. Ce que j'espère vous retiendrez de cette exposition en la visitant, d'abord virtuellement, ensuite physiquement, c'est que le portrait en tant que genre est tout sous le pinceau de Hyacinthe Rigaud comme de ses amis et concurrents Nicolas de Largillière et François de Troyes, un genre secondaire, un peu lassant, illustratif. En effet, sous leur pinceau, réunis, puisque l'on parle à leur propos de triade de portraitistes, le portrait devient plus qu'un genre, il se hausse à une ambition extrêmement haute qui fait que, en tant que genre secondaire, il en vient à cannibaliser d'une certaine manière, à fusionner l'ensemble des genres picturaux. Il y a dans le portrait, selon Hyacinthe Rigaud, un peu de la peinture d'histoire, un peu de nature morte, un peu de paysage, un peu de peinture animalière, beaucoup de portraits bien évidemment, mais aussi de la scène de genre. Et au-delà de cette fusion des genres, le portrait, selon Hyacinthe Rigaud, assimile aussi toutes les manières des disciplines artistiques. Avec lui, le portrait se fait sculpture, se fait art décoratif et se fait bien évidemment architecture et peinture. C'est donc à une conception de l'art total que Hyacinthe Rigaud nous convie et que j'espère nous vous convierons très bientôt. L'autoportrait occupe une place tout à fait particulière dans la carrière de Hyacinthe Rigaud. Rigaud est particulièrement marqué par le souvenir et l'influence de Rembrandt, l'un de ses maîtres en portraiture, aux côtés notamment de Van Dyck. Il a d'ailleurs collectionné un certain nombre d'œuvres du maître hollandais. Dans le catalogue raisonné de l'œuvre de Hyacinthe Rigaud, on recense ainsi une bonne dizaine d'autoportraits, dont certains en plusieurs versions. Ici, nous sommes devant l'un de ces autoportraits, l'autoportrait dit au porte-mine, que Rigaud réalise en 1711 à la demande d'un amateur, Louis d'Assenay, qui souhaitait pouvoir disposer de deux autoportraits de deux portraitistes majeurs de son époque, qui faisaient partie de ses amis. Je veux parler de Hyacinthe Rigaud, mais également de Nicolas de Largillière. Les deux autoportraits de Rigaud et de Largillière étant aujourd'hui conservés au château de Versailles en pendant l'un de l'autre. Dans ces autoportraits, Hyacinthe Rigaud se montre parfois dans l'intimité de son atelier, parfois sous un tour beaucoup plus officiel, revêtu notamment des insignes de l'ordre de Saint-Michel. Ici, il s'agit d'un autoportrait où Rigaud se montre dans l'exercice de son travail et plus particulièrement avec un ensemble de feuilles de dessin réunies dans un portefeuille ainsi que
muni d'un porte-mine prêt à tracer un dessin, peut-être à la craie blanche ou à la pierre noire, sur une de ces fameuses feuilles bleues qui fait partie de son arsenal caractéristique de dessinateur. Il est assez paradoxal que Rigaud se soit représenté à la manière d'un dessinateur, puisqu'il fait partie de ce que l'on appelle communément le cercle des peintres coloristes en cette fin du XVIIe siècle, dans la mouvance notamment de Jean Jouvenet, mais surtout de Charles Delafosse, qu'il a introduit notamment à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Ce n'est pas un hasard si Rigaud se représente muni non pas d'un pinceau mais d'un porte-mine, car il s'agit pour lui, tout comme l'Argillière qui se représente de la même manière en pendant, d'affirmer la noblesse de l'art du portrait, à l'instar de la peinture d'histoire qui a partie liée avec le primat du dessin sur le coloris. Il faut donc voir à travers cet autoportrait une sorte d'affirmation de la noblesse d'un genre réputé mineur, celui du portrait. D'autre part, à travers cet autoportrait en pendant, réalisé en même temps pour Louis d'Assenay que celui de l'Argillière, il y a là l'affirmation que le portrait est plus qu'un exercice mimétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, chez beaucoup d'amateurs, on voit apparaître le désir de collectionner des autoportraits en pendant de portraitistes. En l'occurrence, l'Argillière et Rigaud affirment à travers leurs autoportraits, bien évidemment, la prégnance de leurs traits physionomiques, mais surtout la différence de leur manière et donc de leur conception d'aborder le portrait. Avec ces autoportraits collectionnés en pendant, c'est moins l'intérêt physionomique qui prime que l'expression d'une manière, d'une picturalité. Là encore, il faut y voir l'ambition nouvelle du portrait qui se détache de sa dimension illustrative pour revendiquer une forme d'esthétique propre à la peinture d'histoire. C'est tout d'abord un étranger, puisqu'il naît espagnol quelques mois avant la conclusion du traité des Pyrénées en novembre 1659, qui va faire de la Catalogne du Nord et du Roussillon des provinces françaises sous l'autorité du roi de France Louis XIV. C'est ensuite un provincial depuis le traité des Pyrénées. Il vit et il voit le jour dans une ville, Perpignan, qui se trouve aux marges du royaume, dans un milieu artistique, puisque ses ancêtres se sont fait connaître comme des peintres de la contre-réforme catholique et se sont adonnés notamment à la création du grand retable baroque tel qu'on le connaît alors en Catalogne du Sud comme du Nord. Mais ce n'est pas auprès de ses aïeux qu'il va connaître sa première formation, pas plus qu'auprès de maîtres de renom. Sa mère, Maria Serra, qui va jouer un rôle capital dans sa vocation, va l'envoyer très tôt, parce qu'elle a décelé chez lui un véritable don pour la peinture et pour le dessin, à Carcassonne, en Languedoc, qui est la province voisine de la Catalogne du Nord, où Rigaud dispose de liens familiaux avérés. Là, à Carcassonne, il va entrer dans l'atelier d'un peintre assez obscur, Pierre Chipolt, qui est à la fois peintre, sculpteur, ornemaniste et doreur. Et puis, très vite, l'adolescent
va gagner Montpellier. Pourquoi Montpellier? Parce que Montpellier est alors la capitale du Languedoc. C'est un foyer culturel beaucoup plus important que Carcassonne ou que Perpignan. Et le jeune Hyacinthe va s'y mettre en apprentissage chez un second maître, lui aussi excessivement modeste. Très vite, une fois son apprentissage terminé, il va vouloir voler de ses propres ailes et il va, en quittant l'atelier de Pesé, se rapprocher de celui d'Antoine Ranc, qui est une personnalité beaucoup plus en vue et beaucoup plus importante du milieu montpelliérain. Mais il ne sera jamais son élève, peut-être son assistant. En tout cas, là encore, très rapidement, le milieu montpelliérain est trop petit pour l'ambition de Rigaud, qui a toujours voulu être, d'après son expression même, plus qu'un peintre ordinaire. Et il va gagner dans son accession petit à petit vers Paris, la capitale des Gaules, c'est-à-dire Lyon, où il va faire ses premières armes et où il va connaître ses premiers succès avant de gagner Paris, la cour, Versailles. Dans l'exposition, nous ne montrons pas que des portraits de Hyacinthe Rigaud, mais aussi des peintures d'histoire et également des natures mortes. Comme L'Argilière et François de Troyes, Rigaud ambitionne toute sa vie de se faire reconnaître, certes, au niveau de l'Académie comme portraitiste, mais aussi comme peintre d'histoire, puisque c'est le niveau le plus élevé auquel peut prétendre tout artiste. Lorsqu'il arrive à Paris en 1681, il va suivre immédiatement les cours de l'Académie royale de peinture et de sculpture, remporter le Grand Prix, ce qui lui permet de pouvoir prétendre au voyage à Rome. On sait, d'après les témoignages contemporains, que c'est sur les instances de Charles Lebrun que Rigaud va renoncer au voyage à Rome et se vouer toute sa vie à l'art du portrait. Cependant, il demeurera toujours attaché à sa production de peintre d'histoire dans la mesure où il a toujours ambitionné de se faire reconnaître doublement par l'Académie, chose à laquelle d'ailleurs il arrivera dès 1700, à la fois comme portraitiste et comme peintre d'histoire. Sa production de peintre d'histoire est tout à fait singulière puisqu'elle se concentre sur une veine religieuse, essentiellement l'Ancien, mais surtout le Nouveau Testament. Cependant, l'influence du portraitiste se lit dans toute sa production de peinture religieuse. En effet, à l'exception des Christ en croix des années 1695-1696, ou bien encore de son testament artistique, la présentation au Temple, conservée au musée du Louvre et qu'il léguera au roi, la plupart des tableaux d'inspiration religieuse de Rigaud se concentrent sur une seule figure à la manière d'une tête d'expression ou bien encore d'un portrait. Le tableau qui figure derrière moi n'échappe pas à la règle. Il se situe très tôt dans la carrière de Rigaud, dans les années 1685, lorsque Rigaud est confronté à un certain nombre de difficultés que lui fait l'Académie royale de peinture et de sculpture à vouloir le reconnaître également comme peintre d'histoire. Cela l'incite à faire montre de son talent et à produire des œuvres dans cette inspiration. Cet enfant Jésus entouré des instruments de la Passion participe donc de ses essais. Cette œuvre, qui est aujourd'hui conservée au musée des Beaux-Arts de Caen,
n'a été que très récemment réattribuée à Hyacinthe Rigaud. La première à l'avoir proposée est Elisabeth Foucart-Walter, puis Dominique Brême a repris cette attribution que j'ai également confortée et à laquelle je me suis rangée dans mon catalogue raisonné. En effet, avant Elisabeth Foucart-Walter, cette œuvre passait pour être une œuvre flamande. Cela n'était pas totalement absurde puisque Rigaud, comme l'a montré Françoise de Bézieux, s'est inspiré d'une gravure d'origine flamande qui lui sert de canevas pour bâtir les principaux éléments de sa composition. En revanche, la manière extrêmement diffuse et moelleuse dont il rend la chevelure presque arachnéenne de cet enfant Jésus, ou bien encore la manière très expressive dont les draperies sont rendues autour de la figure du Christ, la manière quasi illusionniste dont la tunique de satin blanc ou encore la draperie de velours bleu entoure cet enfant sont tout à fait caractéristiques de la manière du jeune Rigaud, fortement influencé au début de sa carrière par l'art de Van Dyck et des artistes flamands. Dans les livres de contes que Rigaud nous a laissés et que nous exposons dans le cadre de ce parcours, ils sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque de l'Institut et constituent d'ailleurs une source inespérée pour tout historien de l'art. On note la récurrence d'une formule qui peut sembler mystérieuse, habillement ou attitude répétée. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement d'un truc de portraitiste qui permet de reprendre une attitude ou une vêture qui a été créée pour un client et qui peut resservir à l'envie. Je m'explique. Tous les clients n'ont pas la possibilité financière de commander à Hyacinthe Rigaud un portrait qui soit inédit à la fois dans sa composition, dans sa vêture, mais aussi dans sa attitude. Il faut qu'il y en ait pour toutes les bourses. Lorsque on n'est pas Crésus, eh bien, on se rabat sur ce que l'on appelle une attitude ou un habit répété. Le maître vous soumet un certain nombre de modèles. Ces modèles peuvent être soit dessinés, soit gravés, soit correspondre à des répliques qui se trouvent dans l'atelier et qui vous permettent de juger de la pertinence de telle ou telle attitude ou de telle ou telle vêture qui ont été prêtées à des modèles antérieurs. À partir de tout ce florilège de modèles et d'exemples, vous pouvez porter votre dévolu sur telle ou telle composition. Le maître s'en servira ainsi que son atelier pour pouvoir l'adapter à votre physionomie. De ce fait, les deux portraits qui se trouvent derrière moi sont inspirés d'un portrait original qui a été créé en 1697 pour le fils de Louis XIV, le Grand Dauphin. Cette attitude, créée spécialement pour le fils de Louis XIV, connaît un succès immédiat parmi les courtisans et notamment la noblesse d'épée. Et tout officier supérieur, tout maréchal souhaite, ne serait-ce que par courtisanerie, se faire représenter à la manière du fils du roi. C'est le cas des deux officiers supérieurs qui se trouvent derrière moi. Rigaud reprend l'attitude prêtée au Grand Dauphin. Bien évidemment,
évidemment dote cette attitude d'un visage au plus près de la ressemblance de chacun des modèles, et en revanche, il va adapter le fond de chacun de ces portraits, je dirais, à l'arme dans laquelle excelle chacun de ces officiers supérieurs. Pour l'un, ce sera le comte de Coigny, eh bien, un champ de bataille terrestre avec une charge de cavalerie. Pour l'autre, qui sert sur les mers et dans la marine royale, ce sera une mer agitée sur laquelle voguent des vaisseaux. Ainsi est illustrée la pratique de l'habit répété ou de l'attitude répétée qui n'est pas propre à Rigaud, mais dont il a fait une sorte de système. Les mains sont souvent l'autre visage d'un portrait. Dans le cas de Rigaud, il ne faut pas chercher des mains singulières en fonction de chaque portrait. L'âge ou bien encore la profession ne se lisent aucunement dans les mains de Hyacinthe Rigaud, puisque la plupart du temps, ces mains sont réalisées d'après des mains en plâtre qui servent donc d'étalon pour l'ensemble des collaborateurs de l'artiste et que l'on retrouve de portrait en portrait. Ce sont donc toujours les mêmes doigts au bout carré, aux ongles courts, aux phalanges peu marquées que l'on va retrouver, que ce soit dans des portraits d'hommes comme dans des portraits de femmes. Ces mains, légèrement stéréotypées, Rigaud en note les moindres inflexions dans un certain nombre de petits répertoires qu'il allie d'ailleurs à des éléments de la vêture comme des cols de dentelle ou bien encore des accessoires récurrents dans nombre de ses portraits comme des éléments d'ornementation de cuirasse ou bien encore des encriers ou que sais-je encore, des pommeaux d'épée. Ces petits répertoires qui font souvent l'objet d'une composition extrêmement choisie, si bien que certains historiens de l'art comme Antoine Schnapper ont pu se demander si Rigaud ne les destinait pas à des amateurs de ses amis ou bien encore à la vente pour satisfaire la curiosité de certains collectionneurs, servait surtout aux besoins de l'atelier. En effet, selon les choix que faisait tel ou tel modèle, l'atelier était en capacité de se référer à ces petits répertoires et de répéter ou de glaner ici ou là telle attitude ou tel geste de main, le geste étant particulièrement important dans la conception même du portrait de Hyacinthe Rigaud, puisque pour pouvoir tirer le portrait vers la peinture d'histoire et son caractère narratif, Rigaud utilise et abuse d'une gestuelle rhétorique qui parle à la place de ses modèles. La pratique du dessin par Hyacinthe Rigaud est tout à fait singulière et caractéristique. En effet, contrairement à beaucoup de peintres, la plupart des dessins de Hyacinthe Rigaud ne sont pas faits a priori, ne sont pas antérieurs à la création picturale, mais bien postérieurs à la création picturale. On parle à propos d'eux de ricordi, c'est-à-dire de dessins souvenirs qui portent témoignage d'œuvres déjà peintes. Quelle est leur place dans le processus de création de Hyacinthe Rigaud? Eh bien, dans la mesure où Hyacinthe Rigaud peint à la prime, c'est-à-dire directement sur la toile, à la manière de nombre de peintres coloristes placés sous l'influence flamande notamment, il n'a pas besoin d'accompagner sa création picturale de dessins préparatoires. On en connaît d'ailleurs très peu dans son corpus dessiné.
En revanche, pour des besoins variés, il s'adonne à la production de ricordi. Ces ricordi sont des dessins extrêmement finis qui sont particulièrement mimétiques par rapport aux portraits peints. Ces dessins lui servent à différents usages concomitants ou successifs. Ils peuvent être motivés par la production d'une gravure et dans ce cas, ils vont être accompagnés d'un fin carroyage surjacent qui va permettre au graveur de pouvoir faire l'opération de report en termes de format de manière extrêmement aisée. Parfois, ces ricordi qui ont servi à la gravure, comme c'est le cas du dessin représentant le portrait du comte d'Évreux qui se trouve derrière moi, peuvent également servir à d'autres fins. Rigaud les a conservés dans son atelier pour servir d'une certaine manière de pressbook à l'usage de ses clients éventuels afin de leur montrer toute l'étendue de son répertoire et leur permettre de jeter leur dévolu sur telle ou telle attitude à l'image de tel ou tel modèle prestigieux. D'autres fois, ces ricordi vont permettre à l'atelier de réaliser des répliques à dimension ou réduite de tels portraits parce que le modèle anciens ou bien ses proches, ses amis vont vouloir obtenir des répliques d'un portrait qu'ils ont vu chez le modèle lui-même. Enfin, à la fin de sa vie, à partir des années 1730, Rigaud sent le marché de l'art évoluer. Beaucoup d'amateurs et de collectionneurs se tournent vers le dessin, mais aussi les études à l'huile, dans la mesure où ces dessins, ces études à l'huile, sont plus à même de transmettre le feu, la manière intrinsèque de chaque artiste, plutôt que le portrait ou le tableau fini. Rigaud sent bien cette inflexion du marché de l'art et peut-être poussé par certains de ses amis comme le grand marchand et collectionneur de dessins Pierre-Jean Mariette va se lancer dans cette veine. Il va commercialiser ses dessins qui sont la plupart du temps de très belles feuilles de grande dimension, très poussées. Il va les rehausser d'une part de picturalité en utilisant par exemple de l'aquarelle ou bien encore des craies de couleurs et des pastels, de telle sorte à en faire d'une certaine manière des succédanés de ces portraits peints. Et de ce fait, il va réaliser plusieurs versions colorées de ces dessins à la manière du portrait du comte d'Argenson dont nous montrons deux versions, l'une conservée au musée Atget de Montpellier, l'autre conservée à l'Albertina de Vienne. Cette diffusion de son œuvre dessinée permettra à Rigaud de compenser d'une certaine manière l'intérêt qui se tourne désormais en matière de portrait peint vers la jeune génération comme celle de Jean-Marc Natier. Hyacinthe Rigaud entretient toute sa vie une relation particulière avec le monde des sculpteurs du roi. Les sculpteurs sont ses meilleurs amis. C'est le cas notamment de Martin Desjardins, qu'il qualifie dans son inventaire après décès et dans son testament de meilleur ami. C'est le cas également d'Antoine Coisevaux, dont il fait très certainement la connaissance à Lyon. C'est aussi le cas de François Girardon, sculpteur et grand collectionneur par ailleurs. Rigaud portraiturera tous ses amis sculpteurs. C'est notamment le cas de François Girardon à deux moments de sa carrière tout à fait particuliers.
Dès le début de son arrivée à Paris, Rigaud peut compter sur le soutien bienveillant de ses amis sculpteurs qui vont se prêter à la pose, tout simplement pour lui fournir l'occasion de faire montre de son talent, notamment auprès d'une clientèle riche faisant partie de la cour. Ils se font les propres héros de l'art de Rigaud et le lancent dans le monde. C'est le cas de François Girardon, dont Rigaud va réaliser vers 1689-1690 plusieurs portraits dont nous avons ici derrière moi un exemple qui est conservé à Milan au château des Sforza. Dans ce premier opus de François Girardon, Rigaud représente le sculpteur dans l'intimité de son atelier, selon un procédé qu'il chérit plus particulièrement. Il s'agit de représenter l'artiste dans le feu de l'action, la chemise ouverte, sans cravate, plongé dans une sorte de clair-obscur qui suggère l'intimité de la scène. Le tout dans une gamme colorée extrêmement succincte, faite de noir, de marron ou bien encore de blanc. On voit surgir notamment dans la pâte les plis de la chemise de travail qui est tout à fait caractéristique du jeune Rigaud, un art tout en sobriété, largement influencé par les modèles hollandais, mais aussi par l'empreinte de Philippe de Champaigne. Quelques années plus tard, en 1706, Rigaud va donner une dernière image de son ami François Girardon. C'est le tableau qui est aujourd'hui conservé au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Il représente un artiste au faîte de sa gloire, arrivé, reconnu par tous au sein de la cour. Il ne s'agit plus de le représenter dans le feu de son travail, mais de manière posée, assis, arrivé comme un artiste officiel, l'un des plus riches de France, à la tête d'une très belle collection. De ce fait, Rigaud va opter pour une vêture qui n'a rien à envier à celle d'un gentilhomme, avec cravate, élégamment drapée, mais aussi juste au corps, et surtout ce manteau de velours que Rigaud va s'évertuer à traiter à la manière des sculpteurs baroques et des sculpteurs français, en se plaisant à creuser les anfractuosités, à étudier les effets de la lumière sur le velours qu'elle décolore et à créer une sorte de coussin textile qui, à la manière des bustes en marbre, donne toute son expansion en 3 dimensions au portrait. Nous sommes devant le rassemblement assez exceptionnel de 4 tableaux. Il s'agit de 3 des 4 portraits représentant le sculpteur d'origine flamande Martin van den Bogert, dit Desjardins, qui a largement œuvré au château de Versailles sous Louis XIV, et de son épouse Marie Cadenne. 3 des 4 portraits de Martin Desjardins, puisque le 4e se trouve dans les collections de Berlin et, pour des raisons de conservation, n'a pu être montré dans le cadre de cette exposition. Martin Desjardins est le meilleur ami de Hyacinthe Rigaud. Leurs relations sont très précoces puisqu'elles se nouent quelques années après l'arrivée de Rigaud à Paris, entre 1683 et 1684. C'est un portrait de Martin Desjardins que l'Académie royale de peinture et de sculpture commandera à Rigaud pour être reçu comme portraitiste. Rigaud mettra beaucoup de temps à satisfaire les exigences de l'Académie et il existe à ce jour 4 portraits totalement différents de Martin Desjardins. Tous
tourne cependant autour d'une œuvre phare de Martin Desjardins. Il s'agit du monument pédestre en l'honneur de Louis XIV, commandé pour la place des Victoires à Paris. Place des Victoires à Paris, où habitait le jeune Rigaud à son arrivée à Paris et qu'il fréquentait donc assidûment et autour de laquelle il recrutait sa première clientèle. L'évolution des portraits de Martin Desjardins par Rigaud est tout à fait intéressante parce que dans ses premiers essais, celui de 1683 en manteau bleu, qui est conservé au château de Versailles et qui a été restauré pour l'occasion, comme dans celui de 1686 que j'ai pu identifier et qui a été présenté récemment à la TEFAF, on voit que Rigaud est encore très dépendant de l'influence de Philippe de Champaigne et de la formule qu'il a notamment adoptée pour représenter l'architecte Lemercier. Cette formule, Rigaud la reprendra d'ailleurs à peu près à la même époque, en 1685, pour peindre son ami l'architecte Jules Hardouin-Mansart, qu'il représente devant sa réalisation de l'hôtel royal des Invalides. Pour ce qui est de Martin Desjardins, c'est donc le monument pédestre à Louis XIV que Rigaud va représenter dans les lointains, en 1683, sous la forme d'un paysage urbain très campagnard. En 1686, de manière plus rapprochée, devant des façades en toile peinte ou carton-pâte, au moment de l'avancée des travaux menés par Jules Hardouin-Mansart. Et puis, à nouveau, en 1700, c'est le tableau du Louvre, de manière beaucoup plus synthétique, puisque cette fois-ci, Rigaud abandonne la juxtaposition de la statue dans son élévation totale et des façades pour ne retenir qu'une des têtes de captifs du monument qui se trouve aujourd'hui conservé au Louvre et qui sert d'appui aux instruments caractéristiques du sculpteur. La clientèle de Hyacinthe Rigaud se situe de manière globale sur l'ensemble de sa carrière dans les plus hautes sphères de l'élite européenne. Pour le Royaume de France, par exemple, il s'agit essentiellement de la noblesse d'épée, celle des officiers supérieurs qui servent dans les armées du roi et qui font partie des plus hauts degrés de l'aristocratie française. Ce sont aussi les ecclésiastiques dans les plus hautes sphères de la hiérarchie de l'Église, c'est-à-dire les cardinaux, les archevêques, les évêques. Enfin, il y a également la basoche, les cours souveraines, c'est-à-dire les présidents, par exemple, de parlement ou des cours des comptes. Enfin, le monde de la finance avec ses traitants et ses partisans qui dominent la société de la fin du XVIIe siècle et de la Régence. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette clientèle de Hyacinthe Rigaud est tout sauf statique. Tout d'abord, elle suit l'évolution de la carrière du peintre lui-même, puisque au fil des années, plus sa cote s'élève, plus bien évidemment sa clientèle devient huppée. D'autre part, cette clientèle suit les évolutions de la société d'Ancien Régime elle-même, mais aussi les heurts de la politique de Louis XIV. J'en donne quelques exemples. En ce qui concerne l'évolution de la société, il est clair qu'à la fin du XVIIe siècle et dans les 10 premières années du XVIIIe siècle, le monde de la finance, avec une personnalité par exemple comme Samuel Bernard ou les frères Paris, prennent le pas dans la clientèle de Rigaud par rapport aux magistrats des cours souveraines provinciales. En ce qui concerne l'évolution politique, Paris est très souvent, au gré des conflits que provoque sur le théâtre européen Louis XIV, le centre des négociations et des traités de paix.
C'est ainsi qu'en 1697-98, lorsque se tarit la guerre de la Ligue d'Augsbourg et que commencent les négociations de paix qui donneront lieu au traité de Nimègue, tout ce que l'Europe compte de diplomates et de plénipotentiaires se retrouvent à Paris et ces hommes vont fréquenter l'atelier de Rigaud pour pouvoir ramener chez eux, une fois leur ambassade terminée, leur portrait. Ils sont ainsi le facteur de la diffusion de l'art de Rigaud à l'échelle européenne. Enfin, la clientèle de Rigaud est davantage une clientèle masculine qu'une clientèle féminine par rapport, par exemple, à celle de son ami et concurrent Nicolas de Largillière. Il est clair, au regard des témoignages des contemporains, mais aussi de la manière dont Rigaud appréhende le portrait féminin, qu'il est beaucoup plus à l'aise avec ces messieurs qu'avec leurs compagnes. Le grand siècle compte deux mémorialistes de génie, le duc de Saint-Simon pour la littérature, Hyacinthe Rigaud pour la peinture. Les deux hommes se connaissent parfaitement, tout d'abord parce qu'en 1692, le jeune duc de Saint-Simon pose devant Hyacinthe Rigaud. Ensuite, parce qu'en 1696, le duc de Saint-Simon charge Rigaud d'une mission tout à fait singulière. Le duc de Saint-Simon est un admirateur de l'abbé de Rancé, réformateur de la Trappe. Il souhaite ardemment pouvoir obtenir un portrait de l'abbé. Cependant, l'abbé, adepte d'une règle très stricte, refuse de se laisser portraiturer dans la mesure où se laisser portraiturer est synonyme d'orgueil, et l'orgueil est un péché. De ce fait, le duc de Saint-Simon est obligé d'inventer un stratagème. Il demande à Hyacinthe Rigaud, qu'il considère alors comme le peintre le plus fort en matière de ressemblance dans toute l'Europe, de l'accompagner à l'abbaye de la Trappe et de se faire passer pour un officier de ses amis, bègue, voire muet. Le duc de Saint-Simon utilise une difficulté d'élocution dont Rigaud souffre depuis l'enfance. D'après le témoignage de la princesse palatine, mais aussi d'autres contemporains, Rigaud est bègue et pour éviter d'être confronté à ce handicap, lorsqu'il parle en chantant. Fort de ce handicap, l'officier, alias Hyacinthe Rigaud, peut donc passer sans encombre l'examen auprès de l'abbé de la Trappe. Pendant les quelques séances de pose que l'abbé de Rancé octroie à l'artiste et au duc de Saint-Simon, Rigaud reste muet et surtout rivé par son regard au visage de l'abbé, au point que celui-ci s'en émeut auprès du duc de Saint-Simon. Pendant les moments où il échappe aux séances de pose, Rigaud se réfugie dans une cellule et essaie d'attraper de mémoire la ressemblance qu'il a bien notée dans son esprit. Il faudra quelques séances de pause supplémentaires pour que l'artiste puisse noter à la manière d'un crayon les quelques éléments principaux de sa composition. Puis, une fois retourné à Paris, il va enchâsser dans une toile de grand format la tête qu'il a peinte à la dérobée et de mémoire sur une petite surface de toile, à la manière de ce qu'il fait d'ailleurs pour nombre de ces modèles qui ne peuvent lui accorder un certain nombre de poses. Et ensuite, il va terminer la grande toile et notamment les éléments principaux de sa composition en atelier. Le portrait de l'abbé de Rancé est en fait une sorte de peinture d'histoire, puisque c'est certes l'abbé de Rancé que Rigaud représente, mais il le représente à la manière d'un Saint Jérôme moderne.
Saint-Simon est ravi de l'effet de ce portrait. Il interdit, dit-il à l'artiste, de le diffuser pour ses propres besoins. Là, Rigaud cède à la pression de sa clientèle et des admirateurs de l'abbé de Rancé, et un certain nombre de répliques seront réalisées par l'artiste lui-même et son atelier. Il n'empêche, le portrait original sera légué par le duc de Saint-Simon à l'abbaye de La Trappe et se trouve aujourd'hui pour la première fois exposé derrière nous à Versailles. En 1700, la couronne d'Espagne est offerte à Philippe, duc d'Anjou, qui est l'un des petits-fils de Louis XIV. Louis XIV accepte la dévolution de cette couronne pour son petit-fils, et avant que celui-ci ne parte pour son nouveau royaume et le trône de Madrid, il va demander à Hyacinthe Rigaud de réaliser le portrait de Philippe d'Anjou dans l'apparat de sa future dignité de roi d'Espagne. Comment Louis XIV en arrive-t-il à choisir Hyacinthe Rigaud? Eh bien, très certainement poussé par ses proches. En effet, dès les premières années de son installation à Paris, Rigaud a eu l'honneur d'avoir comme client à la fois le duc de Chartres, futur régent, mais aussi son père, monsieur, frère du roi, ainsi que la duchesse de Montpensier. Le clan Orléans soutient donc les débuts de Hyacinthe Rigaud. D'autre part, au-delà de la famille d'Orléans, les proches du roi Soleil se sont également précipités dans l'atelier du maître. C'est notamment le cas de son fils, le grand dauphin, père de Philippe, duc d'Anjou, qui en 1697 commande à Rigaud un portrait fort martial qui sera repris à l'envi par les nobles d'épée de la cour. Également en 1697, le prince de Conti, un autre prince du sang, va commander à Hyacinthe Rigaud un portrait d'envergure en pied, où il se fait représenter avec un petit serviteur mort tenant sa traîne. Le tableau est aujourd'hui non localisé. C'est donc à la faveur de l'avis de ses proches que Louis XIV va porter son dévolu sur ce peintre qui est alors l'un des plus célèbres sur la place de Paris. Le portrait de Philippe V d'Espagne va être mis en chantier dès 1700. Le jeune roi va alors demander à son grand-père de faire l'appareil, c'est-à-dire de passer également commande à Hyacinthe Rigaud de telle sorte qu'il puisse amener avec lui à Madrid un portrait du roi Soleil, son grand-père. Louis XIV va alors accepter d'accorder 3 séances de pause à Hyacinthe Rigaud, alors qu'il est cantonné dans l'appartement de Madame de Maintenon au regard de ses accès de goutte. C'est ainsi que va naître la création d'une des icônes de la monarchie absolue. Je veux parler bien évidemment de ce grand portrait en costume royal qui part aujourd'hui les collections du musée du Louvre et qui est très certainement l'image la plus célèbre aussi bien de Louis XIV que de la monarchie d'Ancien Régime. L'œuvre va être réalisée en 2 temps au cours de 3 séances de pause, un signe honneur auquel très peu d'artistes peuvent recourir durant tout le règne de Louis XIV. Ces 3 séances de pause vont permettre à Hyacinthe Rigaud de réaliser sur une petite toile le portrait du visage du monarque qu'il insérera ensuite, comme à son habitude, dans une toile de très grand format
en atelier, confiant notamment à son atelier l'exécution d'une grande partie des éléments constitutifs de la composition. Mais avant de mettre la dernière main à ce grand portrait, Rigaud a dû montrer patte blanche et faire montre au monarque de la composition pour laquelle il avait opté. Avant même de se mettre au travail, il présente au roi un modello, c'est-à-dire une petite esquisse extrêmement poussée et précieuse qui permet au roi de se faire une idée du portrait final et surtout du parti pris initial choisi. Ce modello a été retrouvé récemment et est aujourd'hui conservé dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il est précieux comme un bijou dans le détail des moindres inflexions, notamment des tissus et dans le rendu, par exemple, des fleurs de lys. Il présente en outre de nombreuses différences avec le parti pris définitif que Rigaud a adopté. Une fois le portrait en grand costume royal réalisé, il est présenté en 1702 à la cour de Versailles qui s'émeut devant un tel chef-d'œuvre et qui enjoint le roi Louis XIV de conserver cette figure pour Versailles. Le roi va alors demander à Hyacinthe Rigaud de réaliser une réplique de son grand portrait en costume royal afin de satisfaire, bien évidemment, la demande de son petit-fils Philippe d'Anjou, devenu Philippe V d'Espagne. Mais la réplique réalisée par Rigaud va également rester à Versailles et se trouve aujourd'hui dans les collections du château de Versailles. C'est une toute autre version du portrait de Louis XIV qui va finalement prendre le chemin de Madrid plutôt qu'une version pacifique de monarque. C'est bien une vision martiale d'un roi en armure que Rigaud va adresser à Philippe V d'Espagne. Ce portrait se trouve aujourd'hui dans les collections du Prado. Ce que Louis XIV a tenté de dire à travers cette version martiale de lui-même envoyée à son petit-fils, c'est bien évidemment un avertissement pour toute l'Europe coalisée contre les Bourbons de France et d'Espagne. En ce qui concerne la genèse même de cette œuvre iconique, un sort doit être réservé à la question des régalias, c'est-à-dire des instruments symboliques des rois de France. Il est fort probable, comme cela a été le cas lors de la création de ces trois portraits de Louis XV, que Rigaud ait pu bénéficier du prêt bienveillant des régalias conservés alors à l'abbaye de Saint-Denis. On en a le témoignage pour Louis XV et tout porte à penser que cela fut également le cas pour Louis XIV, tant les instruments du pouvoir des Bourbons sont rendus avec un luxe de détails qui ne permettent pas le doute. C'est le cas notamment pour l'épée dite de Charlemagne, joyeuse, que Rigaud va représenter dans le moindre détail. C'est également le cas de la couronne ou bien encore du sceptre renversé qui n'est pas celui du sacre de Louis XIV, mais celui du sacre d'Henri IV, puisque le roi, comme son artiste, souhaite insister sur la filiation Bourbon de Louis XIV dans le contexte de la prise de pouvoir des Bourbons en Espagne. Alors pourquoi ce portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud a-t-il éclipsé tous les autres portraits du monarque, si bien qu'après 1701-1702, plus aucune autre image du monarque n'est possible en dehors de la reprise de ce portrait par Hyacinthe Rigaud?
Eh bien, certainement parce que Rigaud a réussi ce que le théoricien André Félibien appelle l'exercice le plus difficile qui soit pour un artiste, le portrait du roi. Mais pas de n'importe quel roi. L'idéal des rois, la perfection des rois, le chef-d'œuvre des rois, tel que les contemporains nous le décrivent, c'est-à-dire Louis XIV. Avant Rigaud, un seul peintre, et c'est un peintre d'histoire, a réussi cet exploit. Il s'agit de son maître, Charles Lebrun. Mais Lebrun est ici dépassé par Rigaud. Rigaud a en effet réussi à exprimer ce que l'on appelle les deux corps du roi. Le corps physique, matériel, c'est bien Louis XIV qu'il nous peint. Il est tout à fait reconnaissable dans sa vieillesse, avec sa bouche édentée et affaissée, mais sans que jamais Rigaud n'aille vers le bas, vers le vulgaire, vers la trivialité d'une parfaite ressemblance. Il a ainsi doté le roi de magnifiques jambes, des jambes que le roi avait dans sa jeunesse, excellent danseur, mais qu'il n'a plus en 1701, au moment où il souffre de très graves accès de goutte. Cependant, des jambes affaiblies ne sied pas à la noblesse d'un tel roi. C'est donc un compromis savant entre ressemblance et vraisemblance auquel Rigaud s'essaie. À côté de ce corps physique, tout matériel et tout éphémère du roi, tout humain, Rigaud réussit à exprimer l'essence même du pouvoir royal, c'est-à-dire le corps spirituel, l'État. Et il l'exprime au moyen des régalias, mais également au moyen d'une pompe et d'un savant patchwork entre des éléments excessivement disparates. Des régalias, mais également le costume de chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, quelques éléments tirés du sacre, comme le soc, le manteau royal d'hermine flanqué de fleurs de lys, une galerie qui fait penser à la galerie des glaces de Versailles, les doubles colonnes qui font penser à la double monarchie bourbonienne, française et espagnole, mais sont aussi un pied de nez à l'Empire Habsbourg, et bien évidemment les figurations de la force et de la justice qui viennent asseoir les fondements mêmes de la monarchie absolue française. C'est donc au portrait du portrait des rois, au portrait absolu auquel Rigaud s'est ici livré, et son exemple fera florès puisqu'il sera repris de manière sempiternelle et récurrente, quels que soient les régimes et quels que soient les souverains, puisque la formule initiée pour Louis XIV sera reprise pour Louis XV, pour Louis XVI, pour Napoléon Ier, pour Napoléon III et jusqu'à nos modernes présidents de la République, le dernier à être représenté dans cette pose étant le président Georges Pompidou. De la même manière que toutes les provinces du Royaume de France sont représentées dans la clientèle de Hyacinthe Rigaud, toutes les nations européennes se pressent auprès du maître, de la Moscovie jusqu'à la Suède, de l'Espagne jusqu'à l'Italie, en passant notamment par les nombreux États allemands. Dans le cas du tableau qui est derrière moi, il s'agit de représentants de la Pologne, mais de représentants de la Pologne francophile, puisqu'il s'agit du comte Morstein, réfugié en France, et de sa fille, l'un des plus beaux portraits conservés en collection publique française, puisque ce portrait est conservé au très beau musée Thomas-Henry de Cherbourg. Le comte Morstein est à la fois un diplomate, un poète et un courtisan
polonais qui était adepte de l'alliance avec la France et qui a dû s'exiler définitivement à Paris et à Montrouge. Il est ici représenté par Rigaud dans les années 1692-1693, c'est-à-dire au tout début de la carrière du jeune artiste. Rigaud le représente assis dans une attitude mélancolique et de deuil, puisqu'il vient de perdre son épouse. Le deuil est d'ailleurs métaphoriquement évoqué à travers la présence d'un pavot qui est représenté à ses pieds. Cette veine métaphorique et très poétique est assez rare chez Rigaud pour être relevée. À côté du comte Morstein figure sa jeune fille qui va se fiancer et épouser un noble polonais, comme l'indique la fleur d'oranger et l'oranger lui-même, dont elle pince l'une des inflorescences derrière elle. Ce tableau, qui date donc des débuts de Hyacinthe Rigaud, est tout à fait caractéristique de l'influence qu'a sur lui Pierre Mignard. Rigaud a en effet réussi le tour de force courtisan d'avoir été soutenu par les deux premiers peintres particulièrement rivaux du grand siècle, Charles Lebrun puis Pierre Mignard. Dans ces années 1690, Pierre Mignard, qui succède à Lebrun dans toutes ses fonctions, notamment à la tête de l'Académie royale de peinture et de sculpture, va tout faire pour pousser son poulain, Hyacinthe Rigaud, tant auprès de la compagnie des maîtres peintres qui lui faisait des difficultés, qu'auprès de l'Académie royale de peinture et de sculpture qui refuse, là encore, de reconnaître Hyacinthe Rigaud à la fois comme portraitiste et comme peintre d'histoire. Pour montrer toute l'étendue de son talent, Rigaud, on l'a vu, va s'adonner à la peinture d'histoire, mais il va aussi créer de nombreux portraits de groupe, lui permettant de faire la démonstration qu'il sait agencer plusieurs figures entre elles et surtout les faire dialoguer. L'ambition de ces portraits de groupe, de ces conversations pisses, est telle qu'elles peuvent rivaliser avec la peinture d'histoire. C'est aussi le moment où Rigaud va adopter une palette extrêmement sensible et rare, avec des violets, des verts, des bleus, des rouges, qui font penser à l'art de son maître Pierre Mignard, mais aussi un goût pour les ornementations, les broderies qui viennent ganser un velours ou le bas d'une robe que l'on ne retrouvera pas par la suite et qui montre là encore tout son goût pour les textiles, puisque l'on peut parler à propos de Rigaud pendant toute sa carrière de peintre, costumier et de portrait textile. Nous sommes devant ce que l'on peut considérer comme l'un des chefs-d'œuvre absolus de Hyacinthe Rigaud, en tout cas un de ses portraits les plus séduisants. Il s'agit du portrait d'un jeune homme noir qui est figuré sous les atours d'un petit serviteur de comédie orientalisant, doté d'un petit carquois et d'un superbe turban, ainsi que d'un collier d'esclaves rutilants dont Rigaud aimait à parer à la fois ses portraits de dames ou bien encore ses portraits de princes, puisque ces petits serviteurs noirs portaient soit des corbeilles de fleurs, soit alors la traîne des grands conquérants.
Ici, Rigaud se réfère à une tradition, celle des peintres vénitiens, bien évidemment Titien, Véronèse, qui utilise et vulgarise l'utilisation de ces figures extrêmement pittoresques, mais il participe également du goût de son époque, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, pour les Indes galantes et cette ambiance de fête, de comédie qu'illustrera particulièrement Antoine Watteau. Ce type de petites figures d'expression ou de fantaisie, c'est selon, qui sont aussi portraits, semble avoir eu un vif succès auprès de la clientèle de Rigaud, puisque dans son inventaire après décès, ou bien encore dans le catalogue de la vente de sa propre collection, on en trouve pléthore de mentions, preuve que l'artiste les produisait pour elle-même à des fins de vente, indépendamment de sa production de portraitiste. En conclusion de l'exposition, nous avons voulu présenter un Rigaud à contre-courant de l'image ou de la représentation que l'on se fait de ce grand faiseur de portraits d'apparat particulièrement bavards et monumentaux. Il existe en effet, à côté de ce Rigaud officiel, un Rigaud intime, un autre Rigaud qui est concomitant à ce Rigaud officiel, à ce Rigaud de cour. C'est celui qui illustre tout particulièrement cette menaceuse, cette figure de fantaisie. Dans les années 1710-1720, Rigaud ne reste pas sourd aux évolutions de la peinture, de la grande peinture, notamment vers le genre. Certains de ses contemporains, comme Jean-Baptiste Santerre, obtiennent le succès avec des figures de fantaisie féminine qui allient à la vérité des traits et à l'attrait de leur visage un soupçon d'érotisme par une invite faite au spectateur. C'est le cas de cette menaceuse qui, bien loin de menacer, invite par son geste aguicheur, mais aussi par sa poitrine largement offerte, le spectateur à s'intéresser à elle et à la suivre. On sait que cette menaceuse est directement inspirée à Rigaud par les précédents de Jean-Baptiste de Santerre. Il y ajoute cependant son propre sens des textures et oppose notamment au rendu extrêmement lisse et presque laqué de la carnation de cette belle offrande, un rendu dans la pâte de la chemise presque grumeleux qui par son contraste donne une vérité et une présence tout à fait saisissante à cette jeune femme. Et puis, au-delà du modèle français à la Santerre, préexiste dans cette image l'importance des modèles hollandais et flamands propres à Rigaud. Il y a là, à travers notamment l'effet du bonnet, couleur tourterelle, le souvenir des exemples des écoles du Nord auxquelles Rigaud est particulièrement attaché. La coexistence de ce Rigaud intime ou de ce Rigaud buissonnier par rapport à un Rigaud officiel d'apparat ne doit pas surprendre. Adepte de la théorie des modes développée par Nicolas Poussin, Rigaud l'a fait sienne. Il sait s'adapter à chaque modèle, à chaque ambiance, à chaque usage et de ce fait mettre son inspiration et sa manière à l'unisson de son propos.
Cette exposition Hyacinthe Rigaud ou le portrait soleil a été préparée pendant de longues années. En fait, nous avons commencé à y travailler avec Laurent Salomé à partir de 2017, un peu après la publication de mon catalogue raisonné. Donc la pandémie est venue au dernier moment s'insinuer dans la préparation de cette exposition, et je dois dire que grâce à la mobilisation de tous les collègues en France comme à l'étranger, nous avons pu obtenir tous les prêts que nous avions au départ sollicités. Nous avons bien évidemment dû faire des arbitrages, mais ces arbitrages étaient bien antérieurs à la période de la pandémie. Il y a eu une véritable solidarité des musées, mais aussi des collectionneurs privés qui, malgré la situation, ont maintenu coûte que coûte leurs prêts, considérant que cette exposition était attendue depuis très longtemps et serait un moment que nous espérons assez magique.